Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 de Grandir avec. Encore une fois, merci beaucoup pour les retours positifs pour tous les autres épisodes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça fait vraiment plaisir. Pour l'épisode 7, on revient dans le monde du basket. On l'avait quitté dans l'épisode 6 avec Franck Hanez. Là, on y retourne directement puisqu'on va voir et à la rencontre de Isaiah Cordigné qui a fait une très belle saison avec le club de Nanterre en JP Elite. Alors Isaiah, il a été formé en team, il a joué 2 saisons en deuxième division pour s'aguerrir un peu et essayer de progresser quand il était plus jeune. Finalement, il a été drafté par la NBA, même s'il n'y a pas encore joué, il espère pouvoir y aller un de ces jours. Il a intégré l'équipe de France aussi cette année, donc il a vraiment un parcours qui commence à être vraiment très très positif. Et il va nous raconter tout ça, donc dans l'épisode 7 de Grandir avec Isaiah Cordigny. Merci de nous recevoir chez toi. On a fait pas mal de basketteurs et de non-basketteurs, donc je suis assez content de t'avoir avec nous. Parce que tu es jeune, parce que tu as le vent en poupe, et je pense que tu as un petit message à faire passer pour plein de choses dans ta carrière et comment ta vie a évolué jusqu'à présent. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, écoute, j'espère déjà que tu vas bien. J'imagine que tu es comme nous, confiné, à bloquer chez toi, donc ça va, tu arrives à passer le temps quand même en ce moment. Ouais, ça va, écoute, hein, on fait comme on peut, on bricole un petit peu, tu Mhm. vois. J'ai la chance d'avoir un petit peu de matos à la maison pour rester en forme. Donc voilà, hein, on s'occupe. Moi, je suis avec ma copine, donc ça, Ouais. ça aide aussi. Au moins, je suis pas tout seul. T'es pas trop impatient de déjà reprendre, ça te manque pas trop là? Si, Ah ouais. forcément que ça manque. Et là, ça commence à faire long, hein. T'es Ça grave. commence à faire long, hein. Puis voilà, maintenant qu'on sait que la saison elle est finie, t'as aussi Mm. envie de pouvoir rentrer chez toi. Moi, je suis du sud, donc de pouvoir voir les amis et la famille. Mhm. Donc c'est une situation un peu bizarre, mais bon, faut faire avec, hein. Ouais, comme tu dis. Donc du coup, les vidéos Grandir avec, l'idée c'est de parler un peu du parcours de sportif de haut niveau. Et souvent, la première question que je pose, moi, c'est de savoir un peu comment tu as grandi, dans quel contexte familial, où tu as grandi déjà, dans quel contexte familial, si tu as des frères et des sœurs, voilà, un peu ce contexte, disons, ouais, d'enfance et de jeunesse, quoi. Bah écoute, moi j'ai eu la chance déjà de grandir à l'abri du besoin. Mhm, Et voilà, j'ai ça je suis très reconnaissant pour mes parents parce qu'ils viennent de la région parisienne. mhm, Voilà, ils ont pas eu forcément une enfance difficile ni facile. Bon voilà, et ils ont voulu nous faire connaître avec ma petite sœur. J'ai une petite sœur, Salomé, qui a 20 ans maintenant. mhm. Ouh, ça pique de dire ça, mais bon. Ouais, c'est clair. Et, en fait, voilà, ils avaient envie de nous faire connaître autre chose que la cité, que la vie parisienne. Et donc j'ai eu la chance de grandir dans le sud, en Côte d'Azur, sur Côte d'Azur. Mhm. Donc voilà, j'ai eu une enfance après à peu près normale, hein. J'ai grandi dans ma petite famille de Mhm. quatre. J'ai eu la chance de grandir dans une belle région. Ouais. Et voilà, hein. Voilà, Et voilà. à l'école, t'étais quel genre d'élève du coup? Ça se passait bien à l'école? Ça Alors s'est moi, passé comment? ouais, ouais, moi j'étais studieux. Ah, ok. J'étais studieux Ouais. parce que j'avais pas le choix en fait. Parce Mhm, que moi, ma passion, quand j'étais petit, c'était le sport en général. mhm. Et voilà, si pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir m'amuser, il fallait que je sois bon à l'école. C'était le deal. Parce que voilà, j'ai ma mère qui était instite Mhm. et Ah, ok. mon père qui a joué en équipe de France au handball. Donc voilà, j'avais un peu ces deux repères-là aussi. Ça m'a beaucoup aidé pour me guider, tu vois, Mhm. en tant que jeune. Ouais, t'avais un bon équilibre études sport, du coup, j'imagine, avec ton père qui était Ouais, sportif et ta mère qui était instite, du coup, t'avais un bon équilibre là-dedans, dès que ça allait pas à l'école, il y avait toujours le daron qui venait hein. derrière et qui remettait un petit coup de pression, tu Ouais. vois. Ah, je vois. Et, euh, Donc voilà. et le sport, du coup, c'est venu assez tôt chez toi, le sport en général? Ouais, ouais, parce que bah, j'ai baigné dedans. J'ai Ouais. baigné dedans. Comme je dis, mon père, il a été professionnel au handball, il a joué en équipe de France, il a fait les JO. Donc, depuis que je suis bébé, j'étais sur les terrains à le Mhm. voir jouer. Et puis, ma mère aussi, parce qu'elle est investie maintenant, mais bon, elle a joué en première division handball aussi. Ah, ok. Donc voilà, en fait, j'étais dedans depuis petit, le sport. J'ai j'ai forcément commencé par le handball. Mhm. En sport co. Je crois que j'avais fait même un peu de judo aussi parce que je touchais un peu à tout. Mais voilà, j'ai commencé le handball. Après, ça m'est, je sais plus pourquoi j'avais dû arrêter.
Et un été, mon père, il m'a montré le basket. Il était fan de basket. Donc voilà, et puis c'est comme ça. Après, il m'a montré et T'as accroché direct? ça s'est plus jamais arrêté. Ouais, Ouais. voilà, grave, direct. Et du coup, quand tu commences le basket, ça s'est passé comment? Genre au début, c'était vraiment. Déjà, t'avais quel âge et c'était vraiment le kiff? Et puis, ou tout de suite, t'as fait en club et t'as voulu faire des entraînements un peu plus sérieux ou c'était plus au début, genre tu découvrais et tu faisais comme ça? J'avais 6 ans et demi. Ouais. C'est ça, j'avais 6 ans et demi quand j'ai commencé le basket. Mhm. Mais voilà, la première fois que j'avais joué, c'est voilà, on était en Martinique. Je suis Mhm. d'origine martiniquaise, donc c'était mes premières vacances en Martinique l'été 2003. Et voilà, on rentrait de la plage et on passe par un playground. Mhm. Et je jouais à mon père, c'est quoi ça, et ça. Donc il me montre, on commence à jouer Ouais. tous les quatre en famille avec ma mère et ma petite sœur aussi. Et avec le vieux ballon de plage tout pourri, hein, tu sais, Ouais. le truc qui Ouais. glisse et tout. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé Ok. à jouer au basket. Du coup, j'ai accroché direct, j'avais bien aimé. Et en rentrant de Martinique, il y avait, tu sais, les fêtes du mini basket. Mhm. Donc du coup, je demande à ma mère si on peut y aller. C'était dans une petite ville du sud, à Vence, ça s'appelait. Ok. Et voilà, donc du coup, je joue. Et là, il y a les coachs de Vence qui me disent, ouais, il joue bien et tout. Est-ce que vous voulez pas le mettre au club, tout ça? Moi, je dis, bah oui, je suis chaud direct à mes Ok. parents, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première licence au basket T'avais déjà dans le club de Vence. t'avais déjà les petits skills ou c'est ouais, s'ils ont voulu entre guillemets te Bah, recruter déjà, c'est que tu devais ouais, déjà avoir voilà. un petit game quoi. Bah, comme je dis, déjà sur le dribble, j'avais parce que je jouais en handball Ouais, avant. ça ressemble. Donc du coup, je maniais le ballon et puis Mhm. comme je dis, après, quand j'étais petit, j'ai toujours été un peu touche à tout. Donc Mhm. je jouais bien au football, au handball, j'étais bon et puis voilà, dès qu'il y avait un ballon, je me débrouillais quoi. Et ouais. Et donc en plus, si j'étais pas basketteur, ils m'ont dit de signer, pardon. Ils m'ont dit de prendre la Ouais. licence, tu vois. Donc ça veut dire que je devais être pas mal quoi. Ouais. J'ai tout de suite, comme je dis, j'ai tout de suite Mhm. accroché. Franchement, j'adorais ce sport. Mhm. Et voilà, après, au bout de peut-être, je sais pas, 6 mois, même quand j'ai fini mon année, je savais que que je voulais continuer ce sport. Mhm. Dirais tout pour, voilà. Et puis comme je dis, mon père qui a été sportif de haut niveau, et équipe de France, etc. En tant qu'enfant, tu veux toujours faire comme tes Ouais, ouais. parents, tu vois. J'ai d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours eu cette idée d'être basketteur professionnel, quoi. Parce qu'une fois que j'avais bien accroché au basket, ben, Mhm. du coup, c'était ça que je voulais faire, quoi. Bon, on va dire que j'ai progressé comme un jeune basketteur, voilà, qui commence jusqu'à, enfin, jusqu'à, voilà, Benjamin. Ouais. Mais j'ai eu une petite pause de 3 ans en Martinique, où je suis parti habiter en Martinique. Ah ok. Donc, donc du coup, en fait, voilà, parce que mon père avait accepté le poste d'entraîneur de Pôle Espoir handball là-bas. Mhm. Et donc moi, du coup, j'étais parti là-bas. Toutes mes années Benjamin, je les fait là-bas. Et puis on me propose de rentrer au Pôle Espoir un an à l'avance Mhm. en Martinique. Et donc voilà, je faisais partie des meilleurs basketteurs de Lille, de ma génération. Et il y a la période où je reviens en France, en métropole, après ces 3 années-là. Et là, je me prends une petite claque en étant petit, tu vois, parce Ouais. que je me rends compte de la différence du niveau de Lille et Ouais. en France. Mhm. Donc, tu vois, d'un des meilleurs joueurs de Lille, je reviens en France et je reviens et je joue en minime région. Moi, j'arrive avec un certain statut, entre guillemets, de Mhm. générationnel, c'est-à-dire que j'étais au Pôle Espoir un an en avance. Ouais. Donc, du coup, moi, je reviens ici et bah, du coup, je fais les sélections pour un an en avance avec les 95. Mhm. Et là, je suis ridicule. Vous voyez, les gars, ils faisaient tous 10 centimètres, 20 centimètres de plus que moi, plus costaud, parce que j'étais vraiment une allumette. Mhm. Mais, et même mon père voilà, il dit, voilà, t'avais rien à faire là, quoi. Il me dit, Mhm. t'es pas au niveau, quoi. Et je suis même pas pris en sélection région, sur mon année minime première année. Ok. Et tu vois, ça me fait cogiter un peu. Donc je me dis, tu vois, quand t'es jeune, etc., t'étais là, tu redescends là, Mhm. et tu vois, j'ai eu un peu un moment de doute un peu Mhm. dans cette période, tu vois, sur le basket. Et puis à la fin de l'année arrivent les tests au Pôle Espoir, et puis je suis pris au final. Ok. Je suis pris, donc donc là, ça me rassure parce que d'un Mhm. côté, je me dis, bah voilà, tu vois, t'es toujours là, quoi. Ouais. Tu fais toujours partie du truc. Et donc après, c'est là que j'arrive à Antibes, où je fais mon année Pôle Espoir Mhm. Minime France, où pareil,
Sur l'année, je crois que je prends 10 centimètres, Et ouais. donc ça m'aide aussi. Et, et voilà, c'est là, après, c'est pareil, un peu sur la fin de l'année, où je monte un peu en puissance, parce que j'avais des problèmes de croissance au niveau du talon. Mhm. Donc, début d'année, c'était un peu compliqué. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'année, je montre ce que j'étais capable de faire, quoi, au niveau Minime France, avec le pôle espoir. Donc, c'est ça qui m'a permis après d'intégrer le centre de formation à... Bon, après, peut-être que ils ont vu ton potentiel technique et peut-être que physiquement, du coup, ils étaient pas, ils ont peut-être parié sur toi en se disant qu'il va grandir ou physiquement il va s'étoffer aussi, peut-être, tu vois. Ouais, sûrement, Ouais, ouais, il y a peut-être ça. sûrement, sûrement. Et le centre de formation, du coup, ça a été quel genre d'expérience pour toi? Bon, pour moi, c'est les meilleures années de basket de Ouais. ma vie. Tu vois, Souvent on dit ça, ouais. Souvent on dit ça. ouais, tout le monde dit ça parce que en fait, tu joues avec tes potes. Mhm. Moi, j'ai des gars de cette équipe, c'est encore mes meilleurs potes à l'heure actuelle. Mhm. Et t'as rarement l'occasion de trouver ça dans le monde professionnel. Mhm. Et donc voilà, malgré qu'on n'ait pas gagné de titre, ça restera toujours le truc qui me fout les boules, tu vois. Mais au moins, on a passé des super moments et puis on avait la chance d'être une équipe qui gagnait. Mhm. Donc forcément, ça aide. Et puis on avait un super effectif, on se tirait la bourre à l'entraînement. Petit à petit, je suis monté en puissance. J'ai eu la chance d'avoir le coach Christian Corderas qui m'a fait confiance assez tôt, tu vois. Et à la fin de l'année, je me retrouve présélectionné pour les U16 en équipe de France. Mhm. Alors que je m'y attendais pas du tout, tu vois. Pour moi, j'étais toujours tu vois, j'étais toujours dans le mindset où tu vois, j'étais pas connu, tu vois. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, j'arrive de Lille, je suis connu et puis Mhm. là, pour moi, j'étais toujours dans l'anonymat. Ouais, je vois. Et voilà, donc ça m'a donné confiance aussi parce qu'après, je finis par faire le stage U16 et je pars au bout des 5 premiers jours. Et ça, je pense, ça m'a fait le déclic parce que j'avais la rage, parce que j'estimais être meilleur que des gars qui étaient là, tu vois. Ah, ok. Pour moi, j'étais meilleur que des gars qui étaient toujours, qui avaient été pris. Mhm. Et après cet été-là, j'ai beaucoup travaillé, surtout sur mon tir extérieur. Ouais. Et, et j'étais arrivé à la pré-saison, j'étais arrivé à futer comme jamais parce que je savais que j'allais jouer. Tu vois, le coach il m'avait dit ça y est, maintenant tu seras plus première année, Mhm. tu vas être joueur majeur et j'étais arrivé prêt. Tu vois, j'étais avec Timothée, Luau Ouais. Cabarro, tu sais, qui joue au Nets Mhm. maintenant. Mhm. Et ben voilà, on avait vraiment une grosse équipe et on est arrivé un peu excès de confiance, tu vois, au Final Four. Mhm. On tombe contre Nanterre, justement. Ouais. On tombe contre Nanterre, qui est la petite équipe du Final Four. Et voilà, en excès de confiance, on les prend un peu de haut et ça loupe pas, tu vois, le Mhm. sport. Quand tu triches avec le sport, de toute façon, tu vois. Ouais, c'est clair. Et voilà, on perd en demi. Après, on gagne contre Le Mans pour la petite place, la petite finale. Mais Mhm. bon, c'était une grosse déception, tu vois. Mhm. Surtout que c'était la dernière année cadet de Timothée. Il y avait d'autres aussi qui sont pas professionnels maintenant, mais tu vois, qui avaient un vrai niveau. Et sur cette saison-là, j'avais été vraiment revanchard, tu vois, Mhm. ça avait payé, entre guillemets. Et en parallèle, du coup, un peu aparté, mais scolairement à ce moment-là, tu étais encore au lycée ou t'avais arrêté complètement? Non, on était au lycée, Ouais. ce qu'on avait la chance, c'est au centre de formation d'Antibes. Mhm. Pour le coup, ils avaient vraiment une organisation top. Mhm. C'est on arrivait à s'entraîner 2 fois par jour avec des horaires aménagés. Ah, ok. Donc, si tu veux, en fait, on était tous, parce qu'il y a pas, on est logé au Krebs d'Antibes, au Krebs PACA, mais au Krebs, il y a pas que les basketteurs, il y a des golfeurs, des nageurs, il y a des voileux, des gymnastes, il y avait Mhm. vraiment beaucoup de sportifs. Et là où on avait de la chance, c'est qu'on était tous dans la même classe. Ok. Tous les sportifs étaient réunis dans une seule et même classe. Et après, tu avais, par exemple, les cours de langue. C'est à peu près pareil dans le programme, bon, on était tous ensemble, mais après, tu avais des cours spécifiques de SES ou tu vois, ou les cours de maths et de chimie pour les S. Mhm. Et ben, on était après dispatchés en groupe et ça nous permettait d'avancer vite parce que par exemple, moi, dans ma classe, on était dans les cours de ES, on était quatre.
Ah, ok. Donc du coup, en fait, t'as moins d'heures, Mhm, mais t'avances super vite. mhm, C'est-à-dire qu'on faisait toujours je sais pas, du 10 heures, 15 heures par jour, à peu près, mhm. je te résume. Et on s'entraînait de 8h à 9h30 et de 16h à 17h30 le soir. Ok. Donc on avait un bon rythme, tu vois, pour travailler, c'était vraiment pas mal. Mhm. Et donc tu finis ce Final Four, tu perds donc contre Nanterre, derrière tu bats Le Mans, et donc la saison d'après il se passe quoi? Bah, la semaine après, Antibes monte en proie. Ouais. Il remonte en proie, tu Mhm, vois, c'était l'équipe avec Team Blue, Iliard, Sean ouais. Fein, Mhm, Benjamin Monclar, etc. Il y avait une grosse équipe. mhm, Et ils gagnent les playoffs, on monte, donc du coup j'ai la chance, je peux jouer en espoir pour mhm. la première fois. Et sur ma dernière année cadet. Donc voilà, après, voilà, cette année encore, on gagne encore plus, tu vois. Mhm. Là vraiment, on finit deuxième en espoir derrière Gravelines, qui était l'équipe intouchable à l'époque. Ils avaient perdu 3 fois dans l'année, je crois. Mhm. Il y avait William Howard, Hugo Dumortier, Séraphin Saumon. Mhm. Ils avaient une grosse équipe à l'époque. Et puis en cadet, pareil, cadet Final Four encore. On perd bah après, comme je te dis, j'ai pas gagné de titre en jeune, donc Ouais, cette année-là, ça se passe bien, mais voilà, on perd en finale en cadet au Final Four contre Portez et on perd en finale du Trophée du Futur contre Gravelines. ok. Donc tu vois, Ouais, ça pique, hein. Je ça te dis, pique. ça pique Ouais, toujours. ça marque, c'est sûr, ça marque. Mais voilà, moi franchement j'ai passé c'était une année top parce que voilà, le niveau à l'entraînement il était élevé. T'avais Donc pu toucher un peu t'entraîner avec les pros à ce moment-là ou faire un peu de. Ouais, moi j'ai commencé à m'entraîner avec les pros en fin cadet première année. ouais, Donc c'était après voilà, en cadet deuxième année, je commençais à m'entraîner un peu plus régulièrement et en pareil dernière année cadet, par contre, j'ai tout fait la prépa jusqu'à la fin de l'année, j'étais pratiquement tout le temps avec eux. Et bah voilà, ça c'était des charges de travail importantes hein, parce que ouais. parfois je m'entraînais 3 fois par jour. Mhm. Et ouais. Un après avec les cadets, puis après j'enchaînais avec les pros. Mais voilà, ça te forge. Ça te forge. Et puis pareil, j'ai eu la chance de côtoyer des pros au top, tu vois, que ça a été en Pro B ou en Pro A avec Steve Essa, Leslie Mhm. Bengaber, Moussa Badian, Benjamin Monclar en Pro B, Ferdinand Prénom. Tu vois, il y avait un bon mix de vieux et de jeunes Mhm. tu vois, qui te tendaient la perche, qui t'aidaient à comprendre le monde pro. Et puis après, pareil, quand c'était en Pro A, il y avait Team Blue, Ouais. enfin voilà, ils ont Raph Desroses, Lucas Mhm. Bebob. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des bons gars. Tu vois, il y avait pas. Non, franchement, j'ai eu la chance, en tout cas pour mon développement en type, que c'était en jeune ou avec les pros. Tu vois, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes pour le moment. Ouais, j'allais dire, les personnes que tu me cites là, je pense que quand tu es un jeune joueur dans un club pro, ça aide d'avoir des mecs comme ça bon, qui sont déjà des bons joueurs, mais qui sont aussi humainement des bons mecs, tu vois. Ça a dû aussi Ouais, ça ouais. facilite, quoi, tu vois, c'est sûr. Bah, pour t'intégrer dans un groupe pro, Mhm. par exemple, quand c'est la première fois que tu fais la prépa, ça aide parce qu'ils te mettent à l'aise, tu vois. Ouais, c'est clair. Quand tu vois un gars comme Desroses qui déconne à 24, Ouais, c'est comme, tu vois, Raph, il est con, donc il me fait rire, moi. ouais, c'est Et clair. donc, du coup, ça aide à te mettre à l'aise, donc voilà. Et Ouais. puis après, quand tu es sur le terrain, ils t'apprennent les bonnes choses. Donc non, c'était vraiment bien. Et du coup, derrière, t'as signé en Pro B? Ouais, derrière, je suis en Pro B, et puis bon, j'ai ma sélection en U18 aussi, quoi. J'avais ma revanche, tu vois, des U16. Ah oui, parle-moi de ça, c'est intéressant ça, Donc, tu vois. Ouais, ouais, j'ai zappé ce ouais, passage, mais du coup, donc, comme tu dis, du coup, c'est une petite revanche, du coup, là. ouais, du coup, Enfin, une en grosse plus, revanche, même. bah, pour le coup, j'arrive avec parce que du coup, j'ai vu le championnat espoir, j'ai Mhm. vu à peu près tout le monde qui joue, à part les gars de l'INSEP, mais voilà, je savais c'était quoi mon niveau, et puis j'arrive confiant, tu vois, pour le coup, j'arrive pas le petit, là, dans ma tête, j'étais vraiment, bah, j'ai ma place, c'est sûr, tu vois. Et ça s'est bien passé, tu vois, il y avait pareil des bons gars, bon, il y a beaucoup de gars qui avaient fait les équipes de France depuis U15, U16, donc tu Mhm. vois, ils étaient habitués, mais moi, quand j'étais arrivé, j'étais un peu nouveau, mais voilà, moi, j'avais faim et je voulais montrer que je représentais le pays, tu vois. Mhm. La préparation et tout, ça se passe très bien, on gagne beaucoup de matchs, mais après, on se vote totalement au championnat d'Europe. Tu vois, on fait neuvième, Ok. alors qu'on avait le potentiel pour faire beaucoup mieux. Mhm. Donc ça, pareil aussi, j'étais un peu déçu, tu vois, parce que
Bah, après, moi, individuellement, j'avais été plutôt pas mal, même si j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, j'étais déçu du résultat collectif parce que je pense qu'on aurait pu vraiment faire mieux. Ouais. Et je disais que quand t'es jeune, t'en parles toujours, tu vois, c'est mon rêve, etc. Mais quand tu vois que ça y est, que tu vois, Mhm. c'est plausible, que c'est possible, là, tu vois, ça m'a mis un petit choc. Mhm. J'étais vraiment content parce que je me doutais pas. Et puis après, je me suis dit, ça arrive et j'étais motivé comme jamais, quoi. Mhm. C'est Tu m'étonnes. possible, donc il faut aller le chercher. Et comme tu dis, après, c'est là où après, je signe en Pro B à Évreux, du coup. Et là, du coup, à ce moment-là, quand tu signes en Pro B, donc tu sors de donc une campagne équipe de France, tu sors de donc Espoir Pro à Antibes. C'est quoi la démarche dans ta carrière pour te dire je vais aller en Pro B? C'est te dire je vais enfin me confronter au, entre guillemets au niveau pro dans un club qui va me faire confiance où je vais pouvoir gagner des minutes et essayer aussi de m'endurcir et de me développer tout simplement. C'est ça la démarche? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'étais prêt à pouvoir jouer professionnel et je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver aussi. Antibes redescendait en Pro B, donc il n'y avait plus d'équipe espoir. Mhm. Si Antibes était resté en Pro A, peut-être que je serais resté jouer en espoir. Et, Euh, donc forcément, ça m'a fait réfléchir parce que voilà, je voulais jouer, tu vois, je voulais jouer à un bon niveau et j'avais fini les années centre de formation de cadet. Et donc du coup, voilà, tout est mis en cause. Et je lui dis soit je vais dans un autre centre de formation, je joue en espoir, soit je joue en Pro B, etc. Et je pense voilà que je pense que j'avais fait un peu j'avais montré que je pouvais jouer en espoir, que mhm. voilà que j'avais prouvé que je pouvais jouer. Et je pensais que voilà, il fallait amener mon jeu au niveau supérieur et bon, tenter sa chance en pro pour s'aguerrir. De toute façon, il fallait bien se lancer. Et je pense que la Pro B c'était Mhm. idéal. Et ça s'est passé comment du coup? Ton adaptation et la saison en général? Ben ça s'est passé un peu compliqué Mhm. parce que voilà, je reviens de l'équipe de France blessé et j'avais joué un peu enfin j'avais mes tendinites de genoux Ouais. qui duraient un peu depuis mes années cadets, mais là avec le rythme du championnat d'Europe et de l'équipe de France, ça s'était aggravé, tu vois. Mhm. Et donc du coup, je joue pas toute la première partie de saison avec Évreux. Je crois que je joue pas jusqu'à peut-être octobre, novembre. Mhm. Dès que j'avais eu le feu vert, il m'a mis tout de suite sur le terrain, même si c'était 2 minutes. Il a eu, Mhm. tu vois, il a eu le mérite de me mettre 2 minutes. J'ai fait mes erreurs. Je suis ressorti. Le match d'après, c'était 5. Et jusqu'à que je sois dans le rythme Mhm. et que j'arrive à mes 10-15 de moyenne, tu vois. Mhm. Et voilà, au fur et à mesure, après, je vais commencer à me sentir de mieux en mieux. Et voilà, j'étais content. Moi, j'étais content parce que je découvrais le niveau pro. Je découvrais c'était quoi la pression des résultats aussi. Parce que Évreux, à l'époque, c'était une équipe qui faisait Mhm. régulièrement les playoffs. Et voilà, le coach, il avait une exigence, il voulait qu'on fasse les playoffs et on était pas trop bien, on était dans le ventre mou Mhm. du classement. Et ça m'a appris plein de choses, c'est la première fois que j'étais loin de ma famille, tu vois, la vie de professionnel. Il y avait des bons gars dans cette équipe et voilà, après, malheureusement, j'ai dû couper court aussi à la fin de saison parce que mes genoux, Et ouais. ça s'était pas arrangé. J'avais dû encore me reposer par rapport à mes tendinites aux genoux. Et donc voilà, c'était un peu une année. En vrai, c'était une année compliquée parce que j'ai pas fait la saison en entier. J'ai pas joué le début, j'ai pas joué la fin. J'ai mis un peu de temps pour pouvoir jouer régulièrement 10-15 minutes. Mhm. Mais voilà, je suis content parce elle m'a vraiment forgé mentalement cette saison pour apprendre à gérer la carrière d'un professionnel, quoi. Parce que quand t'as mal, faut pas forcer. Quand t'es loin de tes parents, tu dois tout faire tout seul Mhm. pour la première fois. Et voilà, et le monde pro, c'est la pression de résultat et il faut être performant. C'est pas, tu perds le week-end, c'est pas grave parce que tu vas pas jouer la poule haute en cadet, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a des objectifs et il faut les atteindre. Donc, mentalement, elle m'a Mhm. vraiment beaucoup forgé cette année-là. Ouais, j'allais te dire, c'est souvent une année charnière où quand tu sors de ton petit monde sympa où tu joues avec tes potes et comme tu dis, c'est bon, tu gagnes, tant mieux, tu perds, Voilà. c'est moins grave.
D'un seul coup, ben, il y a des trucs de Pro B, playoff, pas playoff, descendre, pas descendre, champion, c'est un autre débat. Et en plus de ça, bon, comme tu dis, t'es parti de chez toi, t'étais jeune, t'as eu des blessures en plus, ça fait un vrai test de la vie en général, quoi. Donc ouais, j'imagine que ça a dû te forger. Et donc dans la foulée, t'es parti à Denain, il me semble, non? Ouais, c'est ça. J'étais là parce que voilà, moi là-bas, j'étais venu parce que c'était le coach, c'était Rémi Valin, et Mhm. il avait fait comprendre qu'il me voulait vraiment. Ouais. Et voilà, moi j'avais dit que s'il partait, ben c'était la raison qui m'avait fait venir à Évreux. Donc s'il partait, je voulais avoir la possibilité de pouvoir choisir de partir aussi. Mhm. Donc c'est pour ça que j'avais choisi Denain. À l'époque, Denain, il y avait un vrai projet sur les jeunes. Là, souvent, ils signaient des jeunes prospects pour essayer de les faire mûrir en Pro B et essayer de faire des. Ouais, C'était voilà, vraiment la marque d'homme l'année, du fabrique, quoi. c'était la deuxième année de Jean-Christophe Ouais. Prat. Mhm. Donc voilà, donc ça aussi, voilà, ça avait joué dans ma décision. Parce que bon, après, j'avais en fait dans ma réflexion, parce que j'avais des propositions de Pro A aussi. Mhm. Et dans ma réflexion, c'était soit je vais en Pro A et j'ai à peu près le même rôle que j'avais l'année dernière avec Évreux. Mhm. Parce que vu que tu montes de niveau, ben, tu peux pas forcément monter en responsabilité. Mhm. Soit voilà, je reste en Pro B et je montre que je peux jouer en Pro B et être bon en Pro B, quoi, avoir Ouais. des responsabilités. Et voilà, j'avais pris la décision d'être sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de rester en Pro B. Et puis il y avait et puis Denain, voilà, Denain, c'était, je pense que par la saison qu'ils avaient faite jusqu'en finale de Pro B Mhm. l'année précédente avec le projet jeune, bah moi ça m'allait bien, tu vois, ça m'allait Ok. bien et c'est ce qui m'a motivé à aller là-bas. Et ça s'est passé comment là-bas, du coup? Ça s'est plutôt bien passé, hein. Ouais. C'est plutôt bien passé. Moi, j'avais bien accroché avec le coach. On avait un bon groupe. Mhm. Après, pareil, collectivement, on avait un peu déçu. C'est pas passé, mais au moins, je pense que individuellement, moi, j'ai énormément progressé Ouais. parce que voilà, on faisait beaucoup de travail individuel et et voilà. Mais comme je dis, en plus, le fait d'avoir des jeunes, c'est que tout le monde avait faim. Ouais. Donc à l'entraînement, ça envoyait, tu Mhm. vois. Les mecs, t'avais Ibrahima, il voulait jouer titulaire, donc il voulait gagner du temps de jeu, donc Mhm. il jouait dur avec le meneur titulaire, c'était Jeb Ivy. On avait Austin Hollins en 3 Ah qui, oui. qui s'entraînait enfin, qui était opposé à Jérémy Ricard, pareil, qui voulait gagner du temps de jeu. Le fait que tout le monde soit jeune, entre guillemets, tout le monde avait envie d'avoir des minutes, tout le monde Ouais. voulait prouver qu'il pouvait jouer. Donc aux entraînements, au moins, on s'envoyait, c'était dur, tu vois. Et donc pendant ces 2 saisons-là, là, parce que du coup tu m'as parlé de ton arrivée dans les mock drafts, etc. Pendant ces 2 saisons-là, là, j'imagine que toi, dans ta tête, il y a quand même aussi le rêve NBA derrière. Et ça se passe comment ces 2 saisons-là? Ton nom, il a évolué. Enfin, j'imagine que tu as dû en discuter avec tes agents. Il y a dû avoir tout un processus pour savoir un peu si tu allais pouvoir te faire drafter ou pas, quoi. Ouais, bah c'est là quand tu commences, tu vois, tu commences à réaliser en fait quand les scouts ils commencent à venir, ils Ouais. viennent aux entraînements, ils viennent au match. Mais voilà, je pense que ça te rajoute un peu une pression supplémentaire, surtout aux entraînements. Ouais. Tu te dis voilà, faut que je montre que c'est bête, hein, mais parce que tu peux t'entraîner de la même manière tous les jours. Ouais. Mais cette fois-là, tu dis vas-y, il faut vraiment que je montre comment je m'entraîne parce qu'il peut venir à un entraînement, je suis nul et c'est pas comme ça que je m'entraîne tous les jours. Mm. Tu vois? Et les gars, ils disaient Et quoi dans l'équipe quand il y avait entraînement avec les scouts? Ça, tu devais te faire chambrer un peu, non? Ça devait être un peu pas facile, non? non, bah, non, tu vois, ils arrivent, ils font chier, tu vois, Ils avaient envie de taffer c'est aussi, pour non? toi là, hein, Ils avaient c'est envie de ouais, taffer eux aussi. voilà. Bah oui, tu vois, tout le monde veut sa chance. Ouais, Donc tout le monde veut se montrer, ils ont raison, ouais, ils bien ont sûr. raison. Ouais, Mais c'est bien parce que en général, ça relevait l'entraînement quand c'était les jeunes surtout, ça relevait l'entraînement, tu vois. ouais, Les vieux, tu vois, ils sont un peu plus, ils ont plus de recul, bien sûr. ils sont là, ils viennent faire leur job, Mhm. et voilà. Mais c'était vraiment excitant en fait, le fait de voir que c'était du concret, c'était du réel et que c'était devenu clairement un objectif réalisable Mhm. en fait. Et le fait que les scouts viennent, mais c'est assez spécial parce que dans les règles NBA, ils n'ont pas le droit de te parler. Ah, ok. Donc en fait, tu sais qu'ils sont là pour toi, Mhm.
mais tu sais pas comment faire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais pas si tu dis bonjour, tu sais Ouais, bah, pas c'est si. plaisant. Ouais. Et en fait, c'est assez hypocrite en fait, parce Ouais. qu'ils parlent à tes agents en permanence, enfin, mais ils ont pas le droit de te parler directement. Ouais, ouais, c'est bizarre. Donc, bien sûr, il y a les bonjours, etc., Ouais. mais il y a pas de longue conversation, quoi. Mhm. Et donc Mais tout non, ça, c'est arrivé à la draft finalement. T'es arrivé à la draft et tu t'es fait drafter. Ça ouais, après, faut que tu racontes un peu cette draft quand même parce que après, je pense que tous les joueurs de basket, jeunes ou pas d'ailleurs, doivent se dire Ouah, comment c'est la draft, tu vois. Donc ça, c'est un truc intéressant, je pense. là, faut savoir, c'est un processus c'est assez éprouvant, tu vois, Ouais. mentalement et physiquement. Euh, pour les joueurs comme moi, tu vois, qui sont classés fin de premier tour, début de deuxième, Mhm. parce que là, tu essaies de montrer, t'essaies de te faire un nom, tu vois, parce qu'en plus, moi, j'ai sorti de Pro B, Mhm. donc, j'avais fait, je crois que j'avais fait 13 workouts en 3 semaines. Ce qui est un bon rythme. En gros, j'ai fait un workout que je faisais des back-to-back ou soit tous les 2 3 jours. Mhm. Et, et en fait, t'enchaînes et c'est répétitif. T'as les tests physiques, de saut, de vitesse, etc. Après, tu fais le basket, 1 contre 1, 3 contre 3. Et, euh, et en fait, ça s'enchaîne, et tu vois que tout le monde est là pour se montrer. Mhm. Et il y en a, ils jouent leur vie, tu vois, dans leur truc, tu sais, parce que on vient pas tous des mêmes endroits. Ouais. Il y a des personnes, c'est leur seul moyen de réussir Mhm. dans la vie, et tu le ressens vraiment. C'est-à-dire que c'est tout le monde, c'est des chiens, tu vois, ils lâchent rien, et tout le monde veut montrer que c'est le meilleur sur le terrain. Et c'est là où tu vois la différence de mentalité européenne et américaine. Ouais. C'est quand tu es dans ces 4 lignes-là, il faut montrer que tu es le meilleur. Ouais. Et bon, après, moi, j'ai bien aimé, hein, parce que voilà, c'est de la compétition à l'état pur, hein, aussi. Hein. Et, et en plus, souvent, tu rencontres des bons gars, les mecs qui sont quand même détentes. Mhm. Une fois que c'est fini, tu rigoles, Ouais. etc. Donc, non, moi, j'ai kiffé le processus, en tout cas, parce que comment ça, ouais, c'est enrichissant, et puis c'est cool, quoi. Tu essaies de montrer tes qualités, toi t'as les tests de saut et tout, tu veux Ouais. montrer que tu sautes haut. Franchement, je trouve que c'était un bon environnement où voilà, il fallait montrer ce dont tu étais capable. Et le soir même, du coup, ou le jour même, ça doit être la folie hein, en termes d'émotion et de stress et d'envie, Ouais, ça doit être la folie. ouais, c'est stressant de ouf. Tu savais avant, Et ou grosso modo, où tu allais être drafté, ou vraiment tu l'as su au dernier moment? Parce que souvent, les mecs, ils peuvent savoir avant, ou leur agent, il dit, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, on a ce deal, ça va marcher comme ça et tout. en vrai, j'avais une idée, Ouais. et j'étais pratiquement sûr d'être pris. Mhm. Donc voilà, après il faut savoir pareil, quand tu décides de laisser ton nom ou quoi, c'est quoi, je sais plus, c'était peut-être une semaine avant, donc Ouais. tu sais pas vraiment, quoi, en vrai. Au moment où j'ai décidé de mettre, je savais pas vraiment. Ok. J'étais au téléphone avec mes agents français et mes agents américains dans l'aéroport, parce que j'allais faire un transfert j'étais en train d'aller vers une autre ville pour faire un workout. Ouais. Et je fais quoi là? Tu vois, t'es à l'aéroport, t'es tout seul. Ouais. Je dis, putain, je fais quoi? Je laisse pas, je laisse pas. Et donc, oui, j'avais dit que je laissais. Et puis après, ça arrive, ça se rapproche. Et puis là, le jour même, ouais, c'est la pression quand même. Mhm. T'es là, t'es un peu anxieux, t'as beaucoup de stress. Faut savoir que moi, j'avais ma copine qui était arrivée la veille Mhm. avec mes agents. J'avais ma famille qui est arrivée le jour même. Ok. Et ma famille est arrivée le jour même. Et ma petite sœur, ils avaient perdu sa valise. Waouh. Donc, on a dû aller faire les magasins pour lui acheter des vêtements pour la soirée Ah, ok. de la draft. Bah, elle a dû Donc, tu kiffer, vois, non? Elle a dû bien aimer, elle, non? Elle a dû se dire, ouais, ça va, c'est cool. ouais, laisse tomber. Tout le monde était à 200 à l'heure. Ouais. Et puis après, ouais, t'arrives le soir, tu rentres dans le stade, et là, t'attends. Et c'était extrêmement long. Mhm. Ça a commencé à 19h. J'ai entendu mon nom à, je sais plus, à 22h, Waouh. 22h30, même 23h. Et après, c'est pas fini. Et Mhm. encore, moi, j'étais un deuxième tour, hein. Mhm. Et, et, et tous les premiers tours, là, ça dure. T'as les médias, Mhm.
les signatures, les trucs, laisse tomber, ça, les photos, ça prend un temps monstre. Mais franchement, c'est un mélange d'émotions, c'est indescriptible. Ouais. C'est-à-dire que plus la draft elle avance, le stress il monte, plus le stress il monte. Et puis après, une fois que tu entends le nom, avant tout, c'est un soulagement, tu vois. Mm. C'était là, ça y est, Ouais. c'est fait, tu vois. Et voilà, après, c'était de la joie, bien sûr, avec la famille et tout, et beaucoup de fierté dans les yeux de mes parents, de mes proches. C'était vraiment cool. Ouais, j'allais te dire, en plus de ce que tu dis, tu as l'air d'être assez proche de ta famille quand même, tes parents, ta soeur, tout ça, ça a l'air d'être, vous allez être assez unis, tu vois. Je pense que ça devait être d'autant plus, comment dire, ouais, émotionnellement important pour toi que tu étais en famille à ce moment-là, quoi. Ça devait être super à partager comme moment, j'imagine. Ah ouais, c'était top. C'était Ouais. top parce que voilà, j'avais toutes les personnes les plus chères à mes yeux qui étaient là. Et voilà, c'était aussi surtout particulier pour mon père. Ouais. Parce que voilà, comme je dis souvent, tu sais, ça a été mon premier coach. Il a été très dur avec moi quand j'étais enfant. Parce qu'il voulait voilà, il voulait que je réussisse. Et puis, il m'a toujours éduqué je veux pas que je veux pas que je sois juste un bon joueur, je veux que tu sois le meilleur. Ouais. Donc du coup, tu vois, c'était pas facile quand j'étais gamin, tu vois. On s'est souvent pris la tête, mais au final, aujourd'hui, je le remercie. Je Mhm. le remercie. Donc c'était ça dans ses yeux et tout, ça se voyait que il était très fier et voilà, moi j'étais vraiment content. Donc quand tu es drafté, tu te dis tout de suite, je vais aller jouer là-bas ou comment ça s'est passé du coup? Parce qu'après, il me semble que tu fais quoi? Tu fais les Summer League et derrière tu reviens en pro, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah en fait, moi j'étais, si tu veux, c'est Atlanta qui me draft Ouais. et voilà, ils avaient été une fois qu'ils m'ont drafté, ils avaient été assez clairs. Ils ont dit voilà, on préfère que tu retournes en Europe Ouais. parce que ils avaient pas à l'époque, ils n'avaient pas d'équipe G League affiliée. Ok. Donc du coup, ils m'ont dit voilà, on préfère que tu retournes en Europe parce que on veut que tu sois plus prêt physiquement, que tu développes encore ton jeu, etc. Donc moi, je suis arrivé, je me suis dit à Summer League, bah écoute, moi j'essaie de leur faire changer d'avis en Summer League, j'essaie Mhm. de montrer ce que je sais faire, et puis voilà, si ça passe pas, tant pis. Moi, je retiens chacun son chemin, donc voilà, si je dois passer par là pour y arriver, je me suis dit, vas-y, il faut le faire, je m'en Mhm. fiche, tu vois. Et puis voilà, puis en plus, tu vois, ce qui était marrant, c'est que un de mes meilleurs potes, Timothée, que je te parlais tout à l'heure, Ouais. qui est de la même draft, qui lui reste. T'as Gershon aussi, avec qui je m'entends très bien. Il y a Boussélé Ouais. qui lui part en Chine. Donc Ouais. tu vois, il y avait vraiment il y avait plein comment dire, de scénarios un peu différents. Et puis voilà, puis quand il y a la Summer League, etc., j'ai pu bien partager ces moments avec Tim et Gershon. Ouais. Mais tu vois, surtout Tim, parce que tu vois, tu t'entraînes avec lui tous les jours pendant 3 ans. Mhm. Et tu vois, tu crées Et puis se retrouver là, c'était ouf. Ouais, C'était cool. ouf pour nous, tu vois, dans la même année. Mhm, c'est clair. Donc c'était incroyable. Mais voilà, je me suis dit, écoute, si c'est ça si c'est ça qu'ils veulent, si c'est par là que tu dois passer, ben il faut le faire. Et puis voilà, donc c'est là où je retourne à Antibes. Et il, m- il me semble qu'à ce moment-là, c'est la mauvaise période où t'as tes blessures et tu dois gérer tes blessures, là. Ouais, bah en fait, si tu veux, mes blessures au genou, tu vois, que j'avais commencé chez avec Évreux, elles sont jamais vraiment passées en fait. Ouais. Et donc du coup, à Denain, ça allait un petit peu comme ça. Mhm. Et puis sur la fin de saison, je commençais à serrer un peu des dents. Et puis il y a eu le processus de la pré-draft. Donc j'arrive un peu cassé, tu vois, Ouais. en type. Donc je fais un peu de rééducation, j'essaie de me remettre en forme. Et voilà, et puis je reprends la saison. Mais pareil, pas totalement guéri. Après, j'aime pas trop me donner des excuses par rapport à ça. Tu vois, parce que je jouais mal aussi. Mhm. Voilà, j'arrive avec un certain statut, t'es drafté, Mhm. tu reviens en France. C'est aussi ma première année en Pro A, en JP, Ouais. enfin en Pro A, ancienne. Donc du coup, tu vois, il y a un peu un mélange de pression que Mhm. je me mettais à moi-même où je me dis, il faut que je sois productif, il faut que je montre que je mérite mon statut, j'ai mérité ma draft, etc.
Et voilà. Et donc, vu que je joue pas bien, etc., tu vois, ça me met un peu en rogne. Et voilà, je m'en sors pas trop jusqu'à la mi-saison, tu vois, où à la mi-saison, je suis arrivé et puis je me dis, vas-y, joue ton jeu. Et puis voilà, fais ce que toi, t'as envie, joue ton jeu et puis on verra bien. Ouais. Et ça m'a, je pense que ça a été, j'ai eu un moment d'adaptation où voilà, il fallait oublier que j'étais drafté, il fallait oublier que c'était, voilà, que j'avais des choses à prouver, il fallait juste que je joue moi, quoi, je joue mon jeu et que ça viendra tout seul après. Et puis voilà, je pense que ça m'a aidé pour la fin de la saison où j'avais été plutôt performant par rapport au début de saison catastrophique, tu vois. Mhm. J'aimerais bien parler de ta période de longue blessure. Enfin, finalement, ça a été Ouais. un long processus pour toi parce que depuis jeune, apparemment, tu avais déjà des douleurs. Et il y a eu un moment où vraiment, bah, post-draft et au moment où toi, tu allais peut-être pouvoir éventuellement franchir ce cap du très haut niveau, tu as dû t'arrêter un long moment par rapport à ces blessures-là, tes blessures au genou. Tu as dû même te faire opérer. Je crois que tu as essayé de revenir, puis finalement, ça n'a pas marché. Ouais. Tu as dû te faire opérer pour vraiment être sûr d'être guéri. Pour un jeune homme qui est aux portes de la NBA, qui est aux portes du plus haut niveau, j'imagine que ça a été une vraie leçon de patience et de gestion de la frustration. Bah, ça devait être. Enfin, je sais que moi j'ai déjà été blessé gravement à ma petite échelle et ça, c'est une leçon de frustration. J'imagine que pour toi ça devait être x10 quoi. Bah ouais, parce que après, tu vois, je finis ma saison, ma première saison bien mitigée à Antibes où j'étais vraiment pas content. Je fais la deuxième et voilà, dans ma tête, il faut que j'ai la deuxième Summer League avec Atlanta et je veux être bon, tu vois. Et donc du coup voilà, j'y vais et puis je joue encore moins que celle d'avant, donc ça m'énerve, je suis frustré. Il y a eu un changement de general manager, etc. Donc il avait fait jouer les gars qu'il avait draftés, Mm. forcément. Tu vois, il m'avait pas drafté, il me connaissait pas très bien, Mhm. donc il faisait jouer en Summer League, je jouais moins que la première année. Donc j'étais vraiment frustré et puis voilà, j'ai commencé à me les genoux, ça allait de pire en pire et au bout d'un moment, je sors de la Summer League et je me pose les bonnes questions. Est-ce que voilà, et si je veux évoluer dans au niveau auquel j'aspire dans ma carrière, au plus haut niveau basket, il faut que je retrouve aussi mes capacités, que je sois en pleine possession de mes moyens, quoi, tout Mhm. simplement. Donc voilà, j'ai une vraie réflexion avec mes agents, avec mes proches, Mhm. et on en vient au résultat qu'il faut que voilà, faut plus que j'ai mal au genou, faut que je joue sans douleur, donc il faut s'arrêter. Et donc voilà, après, s'en vient, je fais des rendez-vous avec des chirurgiens, etc. Parce que pour moi, j'avais tout essayé Mhm. avant de me faire opérer. Mais on en vient à une conclusion qu'il faut que je fasse un protocole vraiment précis, Mhm. pas entrecoupé, même vraiment précis pour voir, voilà, pour éviter prendre le risque de l'opération. Donc du coup, je crois que je commence en août, fin août, je commence à faire ce protocole et ça m'amène jusqu'à novembre à peu près. C'était un protocole type Où... muscu kiné et tout ça ou enfin ouais j'imagine. Ouais, en fait, c'était un protocole à base je sais pas si tu connais les PRP, Ouais, très bien. Ouais. de PRP, Mm. voilà, où tu as une première injection dans les deux genoux, Mhm. la rééducation pendant 2 semaines, une injection. Ok. Et après, voilà, tu continues bien la rééducation, Mm. musculation, etc. Et voilà, ça m'amène jusqu'à novembre où je reprends le basket 5 contre 5 sans douleur. Ok. Sans douleur. Sauf que voilà, après un entraînement, la première semaine, le lendemain, je sens que je peux plus m'entraîner, enfin que je peux pas refaire de 5 contre 5. Ok. Donc en fait, tu vois, je prends le temps, je fais du 55 un jour sur deux, en pensant que ça va aller en Mhm. s'améliorant. Sauf que ça fait le contraire, ça s'empire. Ok. Donc en fait, je sens que je suis pas capable de faire 2 entraînements de 55 d'affilée. Et quand je suis en 55, la douleur, elle revient petit à petit et je la ressens. Donc du coup là, au bout d'un moment où je sens une grosse alerte, ou vraiment comme un gros pic, comme avant le protocole. Mhm. Donc là, je me pose et je me dis, voilà,
Voilà, il y a plus rien à faire, tu vois. Donc moi, le chirurgien avec qui j'étais en contact à ce moment-là, il me ferait réessayer un PRP. Je fais non, vas-y, j'ai plus envie de perdre de temps là. Mhm. Vas-y, viens, on opère direct, même parce que même si c'est risqué, parce qu'il faut savoir qu'un tendon, c'est pas comme un croisé par exemple. Mhm. Le tendon, c'est vraiment propre à chacun. Et il y en a qui reprennent à 4 mois après opération sans douleur, il y en a qui reprennent à 9 avec Mhm. douleur. Et ouais. Et, euh, et donc du coup, je lui dis, vas-y, non, c'est bon. Moi, il faut que je me fasse opérer. Maintenant, j'ai tout essayé. Et j'ai pas envie de reperdre encore un peu de temps avec ça. Donc voilà, faut faire l'opération. Et voilà, ça m'amène jusqu'à en janvier où je me fais opérer des deux genoux sur les tendons tuniens. Et quand tu prends la décision de te faire opérer, à un moment donné, tu as toujours été optimiste ou positif à te dire bah c'est bon, ça va me soigner, je vais repartir. Ou à un moment donné, tu t'es dit que c'est la fin de ma carrière, quoi. Ben en fait, ça peut paraître bizarre, mais une fois que j'avais pris la décision, tu vois, j'avais toujours ma ligne directrice Mhm. et je savais pourquoi je le faisais. C'est pas comme si c'était une blessure, tu vois, coup du sort Ouais. c'est un match où t'as un truc qui pète et tu n'y peux rien. En fait, là, j'avais l'impression d'avoir mon destin entre les mains et vraiment, c'est moi qui avais pris cette décision pour pouvoir être un meilleur joueur. Mhm. Et ça faisait aucun doute qu'une fois que tout ça ce serait derrière moi, je reviendrais plus fort. Mhm. Et en fait, ça m'a toujours guidé cette ligne directrice. Donc du coup, c'était même pas, j'avais peur de l'opération ou quoi. C'est vas-y, on opère parce que il faut le faire maintenant parce que j'ai envie d'être prêt le plus vite possible, tu vois. Mhm. Et c'est ce qui m'a aidé dans tout le processus de rééducation. Bien sûr, après il y a des moments de doute. Hein. Le Mhm. basket te manque, t'es en manque de compétition, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des proches et un environnement autour de moi qui ont toujours cru en moi et qui m'ont soutenu. Et voilà, mais j'ai toujours eu cet objectif final et je savais pourquoi j'avais entrepris ça. Mhm. Et ça m'a énormément aidé parce que voilà, là, toi aussi tu l'as connu, la rééducation, c'est un long moment, c'est un long combat contre toi-même. C'est très monotone, tu fais toujours les mêmes exercices, etc. Et voilà, le fait d'avoir ça en tête, ça m'a énormément aidé. Et j'ai une belle leçon de patience, comme je disais, une bonne leçon de patience aussi, je pense. Parce que quand t'es jeune et que tu dois avoir Ouais, envie non. de, tu vois, d'y aller, quoi. Et Ah ouais, il y a quand non, même bah des j'avais, protocoles ouais, à en plus. respecter, des trucs à, tu vois, et tu peux pas faire plus vite que la musique, quoi. Ouais, ouais, voilà, j'avais quoi? En plus, j'avais 21 ans, donc, Ouais. et puis, comme je t'ai dit aussi, comme le tendon, c'est propre à chacun, c'est vraiment par rapport à ta sensation à toi. Mhm. C'est-à-dire que le kiné, il va te donner des indications, préparateur physique, il va te donner des indications, mais, t'as pas d'objectif précis. Ouais. C'est-à-dire que si tu es pas à telle date, c'est pas grave, il faut Mhm. prendre le temps qu'il faut. Ouais. Parce que c'est comme un élastique, en fait, et tu lui redonnes en fait, au moment de l'opération, ton tendon, c'est comme une corde. Donc, faut le rendre élastique petit à petit, pour qu'il se détende. Et voilà, ça, c'est l'anatomie de chacun, ça, Mhm. après. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment par rapport à ce que toi, tu ressens. Donc, ça m'a appris aussi à connaître bien mieux mon corps et à être patient. Et à être patient parce que, comme je dis, tu peux pas aller plus vite que la musique. Et moi, je me souviens que surtout sur la fin, c'est le plus long. Ouais. Parce que sur la fin, tu te sens bien et tu te laisses un peu aller, tu pousses et le lendemain, tu fais putain, j'aurais pas dû pousser comme ça. Ouais. Et voilà, de toute la fin, ça a été un peu comme ça où tu as un peu des hauts et des bas jusqu'à ce que tu reprennes presque à fond. Et tu as une période, et il faut être au courant aussi de ça, c'est que tu as une période de haut et de bas. Mhm. C'est-à-dire que tu vas te sentir super bien pendant une semaine, et la semaine d'après, tu vas te sentir un peu rouillé. Tu vois, mes tendons, ils étaient un peu tendus. Et en fait, c'est grâce à ta routine que tu vas mettre en place que voilà, tu vas le gérer au mieux jusqu'à que tu sois libéré et qu'il y ait plus de douleur et que tout va bien. Du coup, toi, bah, ça s'est plutôt bien passé, puisque derrière, tu as pu reprendre au très haut niveau en plus.
Du coup, tu retournes à Antibes, il me semble, dans la foulée. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de ta famille, t'as un vrai lien à Antibes dans ta carrière. T'as joué Antibes, t'es parti, Antibes, t'es revenu. Ouais, 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 c'est assez marrant en vrai, ouais, mais ça reste, voilà, c'est mon club du centre de ouais. formation et ça reste là où j'ai grandi en vrai, parce que c'est là où voilà, en tant qu'adolescent et que préadulte, je me suis formé, donc j'ai toutes mes attaches là-bas, j'ai tous mes meilleurs amis, ma famille qui habite pas très loin, ils habitent à 30 minutes en voiture, Mhm. donc ça, c'est un endroit spécial pour moi, et puis voilà, ça reste, c'est un club voilà, qui a essayé de me faire confiance aussi, parce que voilà, je sortais d'une saison blanche à 21 ans, Mhm. et voilà, il fallait le faire Ouais, c'est clair. de refaire confiance, etc. Donc voilà, je les en remercie pour ça, parce qu'ils m'ont donné la possibilité de pouvoir rejouer au basket. Et voilà, ça a pris un peu de temps parce que après un an, presque un an et demi, voilà, ça revient pas comme ça, Mhm. même si on aimerait, Ouais. et même si on se sent bien en plus. Mais voilà, le collectif, enfin, le basket, c'est un sport collectif et Mhm. faut, faut s'y remettre dedans, dans un moule. Et voilà, ça a pris un peu de temps que je retrouve mes sensations, mais voilà, c'est jusqu'à à peu près, je pense, de octobre à janvier, ça, pour que je me remette bien dedans. Et puis voilà, j'ai montré que j'avais fait le bon choix, quoi. Ouais. Et je me suis surtout montré à moi-même que c'était nécessaire parce que je refaisais des trucs que je faisais pas depuis un bon moment, depuis des années cadets, quoi. Ouais. Et ça faisait un bien fou, ça faisait un bien fou. Tu as continué à avoir, j'imagine, ta propre, comme tu parlais tout à l'heure, ta propre routine, ton propre protocole que tu dois maintenant, maintenant que tu es guéri et que ça va mieux. Je pense que d'un point de vue travail individuel, tu dois avoir des trucs assez précis que tu dois faire qui continuent de te soulager et de t'entretenir tes jambes, tes douleurs, etc. Quoi. Ouais, bah exactement. C'est une discipline qu'il faut Mhm. garder parce que je sais, connaissant mon corps maintenant, que si j'arrête, ça peut revenir. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, chacun a son morphotype, chacun, voilà, moi j'étais très explosif sans muscles et donc tous les tendons, c'est tous mes tendons qui prenaient. Mhm. Donc voilà, je sais que si j'entretiens pas ma masse musculaire, etc. Si je continue pas à la développer, eh ben ça va revenir directement les habitudes de ton corps, et si tu gardes pas une certaine discipline, une routine, elles reviennent. Et donc du coup, ouais, ça a été, c'est important ça a été important de garder ça. Et, euh, et voilà, quoi. Après, c'est du travail supplémentaire, mais bon, tu sais pourquoi tu le fais pour toi, tu le fais pour rester en forme, et après, ça devient une habitude. Et donc cette année à Nanterre, là, ça a vraiment bien matché. Quoi. T'as fait et tu fais une grosse saison, donc on va dire qu'elle est finie, donc tu as fait une grosse saison. Euh, ça s'est passé comment ton intégration à Nanterre? Parce que du coup, là, tu es parti aussi d'Antibes. Bon, voilà, c'est quand même aussi un nouveau challenge parce que tu es arrivé dans une top team de Jeep Elite, une Coupe d'Europe, c'est quand même aussi un vrai pas en avant. Donc, c'était aussi une forme de pression, je pense. Et finalement, tu as bien géré ça parce que tu as fait une grosse saison. Ouais, bah, c'est pareil, tu vois, j'avais à cœur de continuer mon développement, et puis voilà, même si j'ai été drafté, etc., faut pas oublier que j'ai été drafté de Pro B, que après j'ai joué en Pro A, j'ai joué qu'à Antibes, donc c'était une équipe qui jouait le maintien chaque année. Et voilà, j'avais envie de découvrir la Coupe d'Europe de découvrir le haut niveau français. Je pense que c'était une étape, une étape nécessaire, et puis la suite logique des choses, quoi. Et voilà, Nanterre, je pense que ça matchait bien avec mon style de jeu. Voilà, il y a beaucoup de rythme. Moi, je défends fort, donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et voilà, sur le début de saison, etc. Et bah voilà, ça s'est fait, les choses se sont fait un peu d'elles-mêmes. J'ai essayé d'être moi-même, de continuer à jouer mon jeu. Et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un staff et des coéquipiers qui me faisaient vraiment confiance cette année. Et puis ça aide. Et puis voilà, j'ai essayé d'être moi-même et ça a bien marché. Et sur un autre sujet, tu en as parlé tout à l'heure un peu, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est la relation que tu as pu avoir avec ton père, donc sportif de haut niveau lui-même. J'imagine qu'il devait avoir peut-être des attentes auprès de son fils qui était aussi sportif, ou qui est sportif.
Vous avez quel type de relation aujourd'hui? Enfin, je sais tu m'as expliqué qu'il t'a beaucoup entraîné quand tu étais petit et aujourd'hui il a plus le rôle du conseiller. C'est quoi? Vous faites des retours sur tes matchs ou c'est comment ça doit être, Ouais, toujours. ouais. Bah, après, il y a une certaine limite où basketement parlant, je l'ai dépassé Ouais. depuis, sur les connaissances basket, je l'ai dépassé depuis bien longtemps. Mais il y a toujours, voilà, après chaque match, on s'appelle, Ok. il me dit ce qu'il pense du match et voilà quoi. Et puis les fois où je suis pas d'accord, et ben voilà, t'as ma maman qui se retrouve entre nous deux à chaque fois à faire ah, vous êtes chiant. Sur l'approche du sport de haut niveau, il est très juste. Ouais. Que ce soit hors du basket, mais sur des choses sur le terrain que tu retrouves dans le sport de haut niveau, il est très juste. Mm. Et voilà, et il me dira toujours ce qu'il pense, et que ce soit mauvais ou bon, voilà, c'est comme ça qu'il m'a éduqué, et c'est ça aussi qui fait sa force, enfin pas sa force, mais voilà, c'est ça qui fait que c'est quelqu'un de très juste, et donc voilà, il dira toujours ce qu'il pense, Ouais. dans tous les cas. Et avec Timothée, donc vous êtes très proches, tu m'as dit. Le fait que vous ayez grandi un peu ensemble et que derrière que vous ayez eu un peu le même parcours jusqu'à la draft, déjà c'est assez rare parce que déjà de pouvoir individuellement aller à la draft et tout ça et en plus de le faire avec son pote ça doit être assez incroyable. Vous êtes toujours très, très amis et en contact? Je dis, il était un peu dans l'anonymat aussi, comme moi, quand je suis Mhm. arrivé au centre de formation. Lui Mhm. était cadet deuxième année, mais voilà, il a eu la chance de rencontrer notre coach Christian, Mhm. qui a vu ses qualités et qui a tout de suite cru en lui. Et voilà, faut savoir que Tim, c'est un des seuls qui s'est fait virer de l'entraînement dans toutes mes années de centre de formation. Ok. Le, et Christian, c'est là où il a vraiment poussé pour lui faire comprendre que voilà, il avait quelque chose. Et puis une fois qu'il avait compris ça, c'est devenu très compétitif à l'entraînement. Voilà, on se mettait dessus, on pouvait s'engueuler, mais ce qui nous empêchait pas de rigoler 5 minutes après, Mhm. une fois que l'entraînement était fini. Et voilà, le fait qu'après, on joue l'un contre l'autre en Pro B. Et Mhm. quand j'étais à Évreux, il était resté en Antibes. Que voilà, après, moi je reste en Pro B, lui il part en Serbie. Ouais. Et qu'on se retrouve à la draft en même temps. C'est assez ouf, tu vois, parce que pour deux, déjà quand un club français réussit à faire drafter plusieurs joueurs, c'est fort, mais de la même génération, Ouais, c'est clair. je crois que ça n'a pas été fait encore. Donc c'était assez spécial, ouais. C'était vraiment un moment, c'était énorme. Et puis voilà, je pense que ça a encore plus resserré nos liens. Et puis voilà, et puis maintenant c'est cool au moins parce que on est toujours en contact. Lui, voilà, il continue à faire ce qu'il peut. Il a fait une super saison là cette année. Il est passé d'un tout et un contrat garanti. Mhm. Donc voilà, moi je suis fier de lui. Et puis au moins on échange beaucoup sur la vie NBA, etc. C'est vraiment cool. Du coup, ça m'amène sur l'avenir. Prochaine étape, c'est que tu le rejoins et c'est parti ou ça y est, t'as envie et tu crois? Bah ouais, moi j'y crois toujours. Hein. Mhm. Je pense que comme je te Plus dis, que jamais, ouais. même dans ma période de rééducation, moi c'est pour ça que j'ai entrepris ça aussi. C'est voilà parce que je savais que j'étais capable d'évoluer à un certain niveau, mais que à 100% de mes moyens. Cette année, j'ai commencé à le montrer, mais je pense que je peux faire encore beaucoup mieux et j'ai une bonne marge de progression encore. Donc voilà, je pense que je suis encore assez jeune, j'ai 23 ans. Donc moi, ça reste mon objectif. Après, si c'est l'année prochaine et pas l'année prochaine, je sais pas. Comme je t'ai dit, voilà, chacun son chemin. Mais c'est sûr que pour moi, ça reste un objectif. Et voilà, moi, je suis encore sous contrat avec Nanterre l'année prochaine. Mhm. Donc on verra ce qui se passera cet été. Mais voilà, j'ai des ambitions. J'aimerais bien jouer au plus haut niveau, que ce soit l'Euroleague, la NBA. Et pour finir, si t'avais à côté de toi là, le petit Isaiah qui a 10 ans, toi qui a 10 ans, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour ouais, sa future carrière de basketteur? Ben, c'est une bonne question, ça, en vrai. Tu vois, parce que, comme je dis, j'ai été drivé par mon père, moi, depuis Ouais. très jeune. Et j'ai eu la chance d'avoir ça, parce que pas tout le monde peut profiter de ce savoir d'ancien sportif de haut niveau. Mais je lui dirais, je pense, voilà,
d'avoir confiance en lui et voilà, de ne pas faire attention à ce qu'aux autres pensent, que ce soit de ton jeu ou voilà, des critiques ou des attentes des autres et voilà, de se fixer des objectifs à soi-même et d'avoir confiance et de faire tout pour les réaliser. Salut, c'est Isaac Cordinier. Allez tout suivre, grandir sous la même étoile.